Parti. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Merci d'y assister, où nous allons parler d'empreinte carbone et de propriété industrielle. Je m'appelle Jean-Christophe Amann, je suis responsable d'Ipside Innovation, qui est la filiale US d'Ipside, qui est un cabinet de propriété industrielle. Je précise tout de suite que cette présentation est enregistrée, mais par contre je serai disponible en direct après cette présentation pour répondre à vos questions. Alors nous allons successivement regarder le contexte, c'est-à-dire à quoi ça sert de mesurer une empreinte carbone, quel est l'objectif et dans quel contexte ça s'inscrit. Puis nous allons regarder rapidement la méthodologie et finalement pour parler des résultats et en tirer des conclusions et d'éventuelles perspectives d'avenir. Afin de raccourcir cette vidéo, nous allons sauter l'introduction et aller directement à la diapositive numéro 12. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo en téléchargement ou en streaming sur le site d'Ipside. Alors pour résumer cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie actuelle est dépendante de la consommation d'énergie fossile. Il n'y a pas un produit ou un service qui ne mette en œuvre une machine, que ce soit pour sa fabrication, sa livraison ou son utilisation. Ces machines consomment majoritairement des énergies fossiles et donc la fabrication, la livraison ou l'utilisation de ces produits ou de ces services conduit à l'émission de gaz à effet de serre, en l'occurrence de dioxyde de carbone. Ça implique deux facteurs limitants par rapport à l'économie. Premièrement, la disponibilité de ces ressources fossiles, le gaz, le charbon et le pétrole, et deuxièmement, l'impact de l'émission de ces effets de serre sur l'environnement, plus précisément sur le climat, et plus précisément par l'effet de réchauffement climatique qui prend des amplitudes et qui aujourd'hui représente des risques relativement importants. Dans ces conditions, évaluer l'empreinte carbone d'un produit ou d'un service, et dans cette longue introduction, je prenais l'exemple d'un rôti de veau qui pour 1 kg de viande émet 40 kg de dioxyde de carbone, donc de gaz à effet de serre. Évaluer cette empreinte carbone, ça revient à évaluer la quantité d'énergie fossile et donc la quantité d'émissions de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre de manière générale qui sont nécessaires pour la réalisation de ce produit ou de ce service. Et c'est ça que l'on appelle en pratique l'empreinte carbone. Alors l'empreinte carbone, ça consiste à mesurer la quantité de gaz à effet de serre qui a été nécessaire pour obtenir le produit ou pour réaliser le service. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on veut agir et réduire la quantité de gaz à effet de serre envoyée dans l'atmosphère, comme c'est un effort collectif, qui est nécessairement collectif, il faut savoir sur quoi il faut agir, sur quel poste, sur quels sont les éléments qui conduisent à cette émission de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est l'exemple du rôti de veau, est-ce que c'est surtout la partie de travail mécanique de la terre au moment des labours, par exemple? Est-ce que c'est plutôt au moment de la récolte? Est-ce que c'est plutôt la chaîne du froid? Est-ce que c'est plutôt la distribution ou le maintien en température? Donc il faut arriver à diagnostiquer tout ça correctement pour agir de manière la plus efficace, c'est-à-dire en réduisant le plus possible les émissions, en essayant d'impacter le moins possible l'aspect économique. Et puis l'autre aspect, pourquoi est-ce qu'on analyse cette empreinte carbone? Parce qu'en réduisant, une fois qu'on a ces informations-là, on peut réduire l'empreinte carbone du produit ou du service, donc réduire la quantité de gaz à effet de serre qui sont émises pour produire ce service ou ce produit. Et ce faisant, comme on minimise l'utilisation de ressources fossiles pour réaliser ce produit ou ce service, on devient fatalement plus résilient par rapport à une tension sur la disponibilité de ces ressources. Donc voilà l'intérêt d'étudier cette empreinte carbone. Alors c'est l'exercice auquel on s'est livré, et on s'est livré à déterminer quelle était l'empreinte carbone pour obtenir un brevet, en gros une famille de brevets. Parce que, honnêtement, avant de faire cette étude, personnellement, j'en avais aucune idée. Je ne savais pas si c'était 100 kg ou si c'était 100 tonnes, en fait. Donc il fallait qu'on ait un ordre d'idée de ce que ça pourrait représenter ce service. Et pour ça, on a donc réalisé cette étude d'empreinte carbone pour laquelle on a fait appel à un cabinet spécialisé qui s'appelle Carbone 4, qui est un cabinet français qui est spécialisé dans l'analyse des empreintes, la détermination des empreintes carbone et l'analyse des stratégies dites bas carbone ou des stratégies de résilience. Alors au niveau de la méthodologie, comment est-ce qu'on fait? On va regarder
quelles sont les activités qui sont nécessaires pour réaliser le produit et le service. Donc on va découper tout ce qui permet d'obtenir le produit ou le service in fine sur un périmètre qu'on va devoir définir, c'est-à-dire jusqu'où on va, en amont et en aval de la réalisation du produit lui-même. Et chaque activité, on va lui affecter un coefficient, c'est-à-dire un facteur d'émission, c'est-à-dire en fonction du type d'activité, on va définir combien de gaz à effet de serre sont émis pour une unité spécifique. Je reprends l'exemple de mon rôti de veau, on parlait de la culture qui est nécessaire, donc on va parler par exemple du travail mécanique de la terre. Pour travailler la terre mécaniquement, il faut un tracteur, le tracteur consomme du carburant, il lui faut tant de litres de carburant pour labourer telle parcelle, il faut telle surface de blé ou de céréales pour pouvoir nourrir le veau, donc on peut ramener cette activité de labour à la quantité qui est nécessaire pour nourrir le veau et déterminer de cette manière la quantité de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires pour cette activité. On a fait exactement la même chose en ce qui concerne le brevet. Alors, en termes de périmètre, les périmètres sont déterminés quand on fait une étude d'analyse d'empreinte carbone, je dirais de manière à peu près normalisée. On peut retrouver toutes ces informations sur le site de l'ADEME, par exemple, en France. On a l'habitude de regarder ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3. Donc le scope 1, ça correspond à l'énergie directement consommée, typiquement dans un cabinet de propriété industrielle, c'est le chauffage par exemple des locaux. Dans le scope 2, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller non seulement sur directement le chauffage des locaux, mais on va regarder tous les déplacements qui sont nécessaires pour faire vivre l'entreprise, si on a besoin de se déplacer à des salons, si on a besoin d'aller participer à des formations, etc. Donc tout ça, ces déplacements consomment de l'énergie, donc consomment des combustibles fossiles, donc émettent des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le scope 1 et le scope 2, mais si on veut avoir une vision correcte de l'empreinte carbone d'une activité ou d'un produit, il faut aller au scope 3. Et typiquement, on va regarder ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. Et en gros, la question qu'on se pose quand on analyse le scope 3, c'est de dire, on imagine que demain, j'ai plus le droit d'émettre, on m'interdit de faire des émissions de carbone, de dioxyde de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, selon le type d'activité, ça va influencer l'amont, c'est-à-dire les fournitures, en quelque sorte, et ça va influencer l'aval, c'est-à-dire ce qu'on va faire des produits. Si on n'a plus le droit d'émettre de carbone, un fabricant d'automobile, par exemple, qui peut émettre relativement peu dans ses chaînes de fabrication, de toute façon, ces voitures ne pourront pas rouler. Donc, si ce sont des voitures qui fonctionnent à l'essence. Donc, fatalement, son activité s'arrête. Donc, on a regardé à notre niveau, au niveau du brevet, en gros, scope 1 et 2, bien sûr, le scope 3 amont. Par contre, on a été obligé de faire l'impasse sur un certain nombre de points au niveau du scope 3 en aval. Et notamment, on peut se poser la question de l'utilisation des produits. On vend des brevets. Ces brevets correspondent ou d'autres droits de propriété industrielle. Ces brevets, ces droits de propriété industrielle procurent un avantage concurrentiel par rapport à un produit ou par rapport à un procédé ou par rapport à une activité économique d'une entreprise. Et notamment, on n'est pas allé voir quel était l'impact de cet avantage concurrentiel sur la consommation par cette entreprise et son émission de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que c'était trop complexe, puisqu'on a à la fois, on prend un peu de tout comme brevet, on prend à la fois des brevets qui concernent des technologies qui sont plutôt émettrices de gaz à effet de serre, in fine, lorsqu'on fait des brevets sur des moteurs aéronautiques, par exemple, ou ce qu'on fait par rapport à différentes activités, on va dire qu'in fine, c'est une activité qui est plutôt émettrice, et puis on fait des brevets aussi sur des activités qui ont tendance à réduire la consommation de gaz à effet de serre, donc qui apportent plutôt un gain. Donc ça, c'était extrêmement difficile de l'analyser. L'autre point qu'on n'a pas analysé, une fois qu'on a le brevet qui est délivré, celui-ci
arrivent sur des bases de données, et ces bases de données, elles sont en général en accès libre ou en accès payant, et elles permettent à un certain nombre d'acteurs d'aller consulter ces bases, donc de télécharger ces données pour pouvoir les consulter, à prendre des informations technologiques ou différentes informations. Donc toutes ces données qui sont téléchargées de ces bases, le maintien des données dans ces bases, ça consomme de l'énergie. Et donc ça, on n'a pas pu regarder, parce que pareil, c'était extrêmement difficile à évaluer, quelle est cette activité-là aval, qui est le téléchargement des brevets à des fins documentaires ou d'analyse. Voilà. Donc, pour mener cette étude, donc la première étape a consisté à regarder quelle était l'empreinte carbone, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre émise par IPSIDE en tant qu'entité, c'est-à-dire IPSIDE, cabinet de propriété industrielle français, et c'est ce qu'on va voir sur cette première partie de résultats. Donc le périmètre qui se situe là correspond uniquement à la partie fonctionnement d'IPSIDE en tant que bureau. On va trouver là-dedans tout ce qui concerne les bâtiments et les sources d'énergie, l'électricité, etc., le chauffage, la climatisation, toutes ces consommations énergétiques, la fabrication des bâtiments et leur amortissement dans le temps, c'est-à-dire que pour fabriquer des bâtiments, il faut fabriquer du ciment, il faut de l'énergie, donc par contre ça s'amortit sur un très grand nombre d'années, toutes les immobilisations, tous les achats, les stylos, les papiers, etc., la photocopieuse, l'ensemble des déplacements des personnels, à la fois pour des raisons professionnelles, mais aussi pour les trajets domicile-travail. Donc ça correspond au fonctionnement de toute la vie de bureau d'IPSIDE en France. Et ça correspond à 370 tonnes de gaz à effet de serre. On parle d'équivalent CO2. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les différents types de gaz à effet de serre, parce que ce serait trop long, et on est déjà relativement long. Mais donc, on les estime en tonnes équivalent CO2. Et donc, on émet au niveau d'IPSIDE, France, 370 tonnes d'équivalent CO2 par an pour réaliser notre activité. Ne sont pas comptés dans ces 370 tonnes, ce qui est nécessaire pour l'activité, la quantité de gaz à effet de serre ou d'énergie qui est dépensée par exemple chez les correspondants étrangers. Bien évidemment, quand on fait un brevet, on veut l'étendre à l'étranger, on passe, comme tous les cabinets, par des correspondants, et ces correspondants, nécessairement pour cette activité, dépensent de l'énergie et émettent des gaz à effet de serre. De la même manière, on a tous les prestataires, c'est-à-dire par exemple les dessinateurs ou les différents prestataires qu'on peut avoir, qui eux consomment de l'énergie pour le service qu'ils nous rendent. Donc ça ne rentre pas dans ces 370 tonnes de CO2 par an, mais par contre on les a pris en compte au niveau de brevet. Alors pourquoi on ne les a pas pris en compte au niveau d'IPSIDE France? Parce qu'autrement on les aurait pris en compte deux fois dans notre évaluation au niveau d'un brevet. Mais si on tente de les prendre en compte, et quand on voit les résultats qui ont été obtenus par rapport au brevet, il faudra ajouter là-dessus environ 30%, 30 à 40% de cette valeur-là qui est dépensée chez les correspondants et les prestataires. Et il faudra encore ajouter en gros 1 à 2% qui est lié à tout l'aspect données, qui ne sont pas comptées là-dedans. Toutes les données qu'on échange, que ce soit avec les correspondants, que ce soit avec les offices, que ce soit sous forme de mails, sous forme de fichiers, qui sont sauvegardés dans des serveurs avec des sauvegardes redondantes, etc. Donc ça, c'est pas compté dans ces 370 tonnes. Il faut donc rajouter entre 1 et 2%, ce qui fait qu'au global, au niveau d'IPSIDE, si on devait compter tout ça, on serait plutôt aux alentours entre 550 et 600 tonnes de CO2 émises par an. Donc à partir de ce résultat au niveau d'IPSIDE, on a déterminé ce à quoi correspondait une heure de travail, sans faire de différence entre une heure de travail de conseil, une heure de travail d'assistante et une heure de travail de personnel administratif. On a tant d'employés qui travaillent tant d'heures par an. Ces heures de travail correspondent à 370 tonnes, donc on a divisé les 370 tonnes par les heures de travail. On obtient en gros 3,3 kg de CO2 par heure de travail réalisé chez IPSIDE. On n'est pas allé plus bas dans la granularité. Et puis ces employés, au cours de leur travail, dépensent 1,13 kWh d'énergie, essentiellement de l'énergie électrique. Et cette énergie, et donc on a pris ces valeurs-là, ce qui a permis par rapport au processus d'obtention d'un droit de propriété industrielle de se baser sur les heures de travail qui sont nécessaires,
de prendre ces heures de travail dans les différents pays. On a considéré que les 3,3 kg de CO2 étaient les mêmes, quel que soit le pays. C'est une hypothèse extraordinaire, mais c'est difficile de faire autrement. Par contre, les 1,13 kWh d'énergie essentiellement électrique dépensée, la quantité de dioxyde de gaz à effet de serre associée à ces 1,13 kWh dépend du pays, puisqu'il y a des pays qui ont des sources d'énergie électrique plus ou moins carbonées. Par exemple, en France, on est à peu près à 60 grammes de CO2 par kWh, alors qu'en Allemagne, c'est 300 grammes. Aux États-Unis, c'est aux alentours de 250 grammes. Et dans certains pays, comme en Australie par exemple, ça peut monter jusqu'à 700 grammes. Donc on a utilisé ces données-là et on a donc calculé l'ensemble de ces éléments. On a calculé aussi les flux de données, parce que vous avez sans doute entendu parler de la quantité de gaz à effet de serre qui sont liés au numérique. On dit que le numérique dépense autant de gaz à effet de serre que le transport aérien. Donc c'est énorme au niveau mondial. Et donc on pouvait s'attendre, parce qu'on échange quand même énormément de données pour un brevet, à ce que ces valeurs puissent avoir une influence relativement importante. Alors initialement, on a commencé à regarder et prendre un échantillon représentatif de brevets parmi les brevets qu'on avait en portefeuille et puis essayer de regarder ces différents flux. Rapidement, le travail s'est réalisé très difficile à faire parce que en fait, on a des variations énormes d'un cas à un autre. Donc on peut varier sur un facteur 10. Donc on a décidé de partir sur un cas standard, c'est-à-dire un brevet déposé en France, étendu par l'intermédiaire de la voie internationale dans ce qu'on appelle les IP5, c'est-à-dire Europe, États-Unis, Japon, Corée et Chine, et puis après validé dans les principaux pays économiques au niveau européen, c'est-à-dire Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Grande-Bretagne. Et donc on a pris une procédure standard. Cette procédure standard raisonnable, on va dire, où on a en gros 2 lettres officielles pour obtenir la délivrance, et on obtient la délivrance au bout entre 5 et 6 ans. Et on a regardé donc l'ensemble du travail réalisé pendant 20 ans sur cette famille de brevets, depuis la rédaction jusqu'à la fin, en comptant toutes les étapes de procédure, les temps passés sur chacune de ces étapes de procédure, à la fois par le personnel administratif, par le conseil, par le correspondant, par les offices, et puis les échanges de données entre ces différents acteurs à chaque fois. Donc sur le diagramme des données, ce qu'on peut voir là, c'est les différents flux qu'on a considérés. Et donc, ce qui apparaît en gras sur le diagramme, ce sont les données sur lesquelles on avait des certitudes, parce qu'on pouvait les mesurer, je dirais, au sein d'IPSIDE. Et ce qui apparaît en trait fin, ce sont des flux qu'on a été amené à estimer, en fait. Après, ce qu'il faut voir, c'est que chacune de ces données, ces flux de données, atterrissent sur des sauvegardes, sur des disques durs, sur les ordinateurs, sur des serveurs, que ces serveurs ont également des backups, des redondances. Et donc, nous, par exemple, chez IPSIDE, l'ensemble du docketing, l'ensemble des dossiers sont sauvegardés sur un serveur. Ce serveur est lui-même sauvegardé en plusieurs redondances, et on retrouve la même chose au niveau des offices, on retrouve la même chose au niveau des correspondants, ce qui fait que l'évaluation de ces flux, qui sont en définitive assez faibles, puisqu'on trouve 5 gigaoctets sur 20 ans, par l'intermédiaire des éléments qui nous ont été communiqués par Carbone 4, on les a multipliés par 7, ce qui fait qu'on a un flux d'en gros 35 gigaoctets sur 20 ans au niveau d'un type de cette famille de brevets. Alors ça, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Si on remonte 30 ans en arrière à une époque où les disques durs de PC faisaient en gros 40 mégaoctets et qu'on disait à quelqu'un de cette époque que pour une famille de brevets il faut 35 gigas, il aurait fait des bonds et il aurait ouvert des yeux énormes. En pratique, au jour d'aujourd'hui, 35 gigas sur 20 ans, c'est pas grand-chose si on compare par exemple à l'ensemble des données qui sont échangées en streaming vidéo, ou lorsqu'on regarde un film en haute définition, on peut facilement balancer 4 gigas de données en 1 heure et demie en fait. Donc un flux de données important, mais pas
si important que ça en définitive. Ce qui fait que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre liées à ces différents éléments, 99% des gaz à effet de serre émis à l'échelle de l'obtention de cette famille de brevets sont en fait émis par le travail de bureau, que ce soit chez IPSIDE ou chez les correspondants, et 1% seulement correspond à ces flux de données. Donc ça, c'est à l'échelle d'une famille de brevets. Il faut voir que au niveau d'IPSIDE, on a à peu près 2000 familles de brevets de ce type-là qui sont en portefeuille et qui vivent. Donc même ces 1% de données finissent par faire quand même des émissions significatives. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas sur cet aspect-là qu'il va falloir s'attaquer en premier si on veut réduire nos gaz à effet de serre, parce que ça aura un effet, je dirais, finalement assez limité sur le résultat. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que typiquement dans les heures de bureau, un gros poste, puisque ça correspond pratiquement à la moitié des émissions au niveau d'IPSIDE, est lié aux déplacements, à la fois les déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail. Donc là, il y a certainement des choses à faire en se déplaçant moins. Vous savez que l'OEB, là, du fait du confinement, a permis des procédures orales par téléconférence, ce qui évite de se déplacer à Munich ou à La Haye ou à Berlin pour aller faire ces différentes procédures orales, ce qui économise énormément de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. De la même manière, on a vu pendant le confinement qu'au niveau des cabinets de propriété industrielle, on était capable de travailler quand même majoritairement, même complètement en télétravail. Et donc, en faisant ce télétravail, on économise bien évidemment tous les trajets domicile-travail. Et donc, on peut réduire de manière significative notre poste d'émissions de gaz à effet de serre liées à ce domaine-là. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe au niveau des émissions au niveau d'un brevet, donc je vous donne tout de suite le résultat. Lorsqu'on fait cette évaluation sur 20 ans, on arrive à une émission de 4,6 tonnes de gaz à effet de serre, d'équivalent CO2, sur les 20 ans de vie de cette série, de cette famille de brevets étendue dans les IP5 et validée dans les principaux pays économiques de l'Union européenne. Comme ces émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement liées aux heures de travail et donc à la vie de bureau, typiquement, les forts postes d'émission se situent au moment où on a beaucoup d'activités, c'est-à-dire essentiellement pendant la période d'examen jusqu'à la délivrance du brevet. Ce qui fait qu'en gros, au cours des 5 premières années, on émet la moitié de ces 4 tonnes et demie de gaz à effet de serre, donc d'équivalent CO2. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'est un brevet standard, et je dirais quasiment idéal, mais que sur un brevet, une même famille de brevets en termes de pays, et on comprend bien, vu que c'est lié essentiellement au temps de travail, un brevet complexe, donc beaucoup plus long, ou dans des secteurs un peu plus compliqués, comme dans les biotech, où il faut des dépôts de souches, de cellules, ou des choses comme ça, ou dans les télécoms ou dans l'IT, où on peut avoir des brevets relativement complexes et où la procédure de délivrance peut être beaucoup plus compliquée. On va avoir plusieurs RCE au niveau des États-Unis. Ben, tout ça, ça vient s'additionner sur les émissions de gaz à effet de serre pour l'obtention de ce brevet. Et on peut atteindre facilement sur un brevet complexe, ce qui n'est certainement pas la majorité des cas, ce qui est très peu de cas, mais on peut monter à 10 fois plus, donc à 40 tonnes sur un brevet dont l'obtention est difficile. Maintenant, si on regarde la répartition au niveau des différentes étapes de procédure, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que la partie française, finalement, compte pour peu de choses à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que quand on a fait cette étude-là, il n'y avait pas encore d'examen au fond en France et ça se limitait à un rapport de recherche. Et l'autre point, c'est qu'en France, comme les émissions sont liées d'une part au travail de bureau et d'autre part à la consommation énergétique et que l'électricité est fortement décarbonée en France, on a de faibles émissions au niveau de la procédure française.
Lorsqu'on va rajouter l'examen au fond en France, donc on n'a pas encore d'exemple, mais on peut, sur la base de ce qui se passe au niveau européen et en faisant l'extrapolation au niveau français, on va augmenter cette émission au niveau français d'environ 125 kg d'équivalent CO2. Ce qu'on va constater, c'est que le poste le plus émissif se situe au niveau de la procédure européenne. Pour différentes raisons. D'une part, parce que l'examen européen, au fond, se situe en Allemagne. Et l'Allemagne, en termes d'électricité, est un des pays les plus carbonés au monde. On est à 300 grammes d'émissions par kilowattheure, donc ça, c'est pas un avantage. En plus, la procédure de délivrance se finit par des validations, et donc chaque validation va consommer de l'énergie, et en plus, derrière, on va devoir payer pour maintenir le brevet en admettant qu'on obtienne la délivrance au bout de 5 ans, pendant les 15 années qui suivent, on va payer dans les 5 pays, si on a pris un exemple de 5 pays, on va payer dans les 5 pays concernés, tous les ans, des annuités. Donc 5 pays pendant 15 ans, ça fait 75 annuités à payer. Pour chacune de ces annuités, il y a une procédure. Et en pratique, comme on a considéré une heure de travail équivalente, que ce soit un conseil ou un personnel administratif, chaque annuité correspond à du travail. Il va falloir envoyer une notification au client, ça prend un peu de temps, mais ça prend du temps quand même. Obtenir les instructions, le client va devoir lire cette demande d'instruction, renvoyer ces instructions, payer l'annuité ou ne payer pas. S'il dit on va payer, on va envoyer des instructions à un prestataire qui va réaliser, par exemple à un prestataire, ou on va payer en direct au niveau de l'office. Si on passe par un prestataire, que ce soit un correspondant ou un prestataire payeur d'annuité, lui-même va envoyer des instructions à l'office. L'office va traiter ces instructions, va mettre à jour ses bases de données, on va avoir l'information en sens inverse que l'annuité a été payée, on va faire une facturation, le client va payer la facture, au niveau de la convenabilité, on va l'enregistrer. Donc tout ça, ça fait un temps qui n'est pas énorme, mais qui va facilement, au total, considérer 1 heure à 1 heure et demie. Et à chaque fois qu'on fait ces paiements d'annuité, on dépense cette quantité d'énergie. Donc du fait de ces validations et de la multiplication de ces paiements, la procédure européenne de délivrance et d'obtention de protection par brevet dans les différents pays de l'Europe consomme énormément d'énergie comparativement aux États-Unis, où on a une procédure qui est centralisée et où après la délivrance du brevet, on a 3 paiements d'annuité sur toute la durée de vie. Alors, on voit tout de suite que dans ces conditions, le passage du brevet, du système de brevet européen actuel à un système de brevet communautaire va économiser énormément. Parce que ça, c'était pour 5 validations, mais si on en a 20 ou 28, le problème devient différent. Donc, si on passe à un brevet, il devient encore pire. Si on passe à un brevet communautaire, on va nécessairement gagner de ce point de vue-là en termes d'émissions liées à l'obtention de la protection. De la même manière, dans certains pays, par exemple je pense à l'Afrique du Sud, où on peut payer dès la délivrance les 20 ans d'annuité si on le souhaite, ça ne fait qu'une seule procédure pour 20 ans, alors on n'est pas obligé de le faire pour 20 ans, on peut peut-être le faire pour 5 ans et le faire tous les 5 ans, mais on limite ainsi les procédures. Il y a pas mal de pays qui permettent ainsi de payer les annuités par tranche de 3 ans, donc on peut les payer année par année, ou décider de payer un maximum de 3 ans à l'avance. Donc on va limiter ce nombre de procédures dans ces pays-là, et donc on va limiter sans grande différence par rapport à la protection qu'on obtient au niveau du brevet, les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Un autre élément, c'est qu'on peut se poser la question, puisque c'est l'examen qui coûte beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, dans certains pays, est-ce qu'on a besoin d'un brevet sur la durée de la technologie? Les pays qui ont des examens au fond, on peut avoir un examen qui peut durer relativement longtemps, et donc ça peut chiffrer en années, 5 ans, 6 ans, même au Japon par exemple, on peut avoir des durées de délivrance qui peuvent se chiffrer sur 10 ans. Est-ce que la technologie sera toujours d'actualité sur cette durée-là? Et est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux, à la fois d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre, de passer par exemple par un certificat d'utilité, par un modèle d'utilité qui n'a pas d'examen, qui procure une certaine protection, surtout si on a des procédures de délivrance avec examen au fond par rapport, par exemple en Europe ou aux États-Unis, où on va pouvoir
cerner quelle est l'invention qui est relativement robuste. Donc tout ça, c'est des stratégies qu'on peut avoir, sur lesquelles on peut se poser des questions pour pouvoir à la fois maximiser la protection que l'on veut obtenir, tout en minimisant l'impact de l'émission de gaz à effet de serre par le droit de propriété industrielle que l'on souhaite obtenir. Et donc, bien sûr, IPSIDE est là pour vous aider, si vous le souhaitez, à mettre en œuvre ces éléments stratégiques par rapport à ces gaz à effet de serre, à ces émissions de gaz à effet de serre, que ce soit pour les brevets, et à terme, on pourra bien sûr proposer les mêmes procédures, les mêmes analyses pour les marques ou pour les dessins et modèles. Alors, en termes de conclusion, si on résume, on a en gros 4,5 tonnes pour d'émissions sur 20 ans pour une famille de brevets, je dirais assez standard dans des conditions idéales, sachant que cette valeur peut être beaucoup plus importante en fonction de la complexité du brevet et en fonction de la complexité de la procédure. Si on se place, alors au niveau d'IPSIDE, nous, ce qu'on va faire, les actions qu'on va prendre, c'est de réduire globalement notre empreinte carbone, comme j'ai dit, en agissant principalement et dans un premier temps sur tout ce qui est émissions liées au déplacement. Donc on va réduire cette intensité carbone, mais au niveau du client, pour avoir un ordre d'idée de l'intensité carbone, parce que tout le monde n'a pas cette famille idéale, loin de là, mais pour avoir un ordre d'idée de cette intensité carbone, ce qu'on peut donner comme métrique, en gros, c'est que pour 1 euro dépensé chez IPSIDE en matière de brevet, on émet 30 grammes de CO2. Je pense que c'est une bonne base. Donc, lorsque chaque euro dépensé en procédure de brevet, en confondant tout, aussi bien le paiement des annuités que la phase de rédaction, que la phase d'examen, chaque euro dépensé en procédure de brevet correspond en gros à 30 grammes de CO2 émises. Donc une fois qu'on sait ça, d'une part ça nous renseigne sur l'empreinte carbone de l'activité propriété industrielle d'une entreprise. Si nous on améliore et ce qu'on va faire, si on améliore notre empreinte carbone, c'est d'autant moins qui viendra par euro dépensé. Et lorsque l'on a, je dirais, fini, lorsqu'on est arrivé au bout des possibilités d'amélioration qu'on pouvait avoir, que ce soit par l'intermédiaire direct d'actions, notamment sur les déplacements, ou par une stratégie la plus appropriée possible au niveau de la protection industrielle, ce qui reste en définitive, pour encore diminuer l'empreinte carbone, c'est de faire ce qu'on appelle de la compensation. Alors la compensation, ça consiste en quoi ? Ça consiste à valoriser les émissions de gaz à effet de serre à une certaine valeur. Donc la valeur standard actuellement qu'on prend en compte, c'est en gros 100 euros de la tonne. Et cet argent-là, on va l'utiliser pour financer des actions qui vont avoir pour effet soit de créer des puits carbone, en gros on va planter des arbres, donc financer de la plante d'arbres ou de la réservation de parcelles en forêt amazonienne, pour pas qu'elles soient déforestées, pour pas qu'on ait du déboisement et qu'on puisse absorber du carbone par cet effet-là. Ou alors, ce qui me semble plus logique pour un cabinet de propriété industrielle qui est quand même lié à l'innovation, ça va être de financer, d'intervenir, de participer au financement d'actions qui vont avoir pour conséquence de diminuer l'émission de gaz à effet de serre sur des produits ou des services donnés. Et donc typiquement dans le cadre de l'innovation. Donc ce que va faire IPSIDE, une des actions qui va être faite, c'est de dire, voilà, on sait qu'un euro, ça correspond, dépensé chez nous, ça correspond à tant de gaz à effet de serre émis. Donc on va prélever un pourcentage sur l'ensemble des factures qui sont... Enfin pas prélever, on va mettre de côté finalement de notre propre chef un certain pourcentage sur toutes les factures qui sont émises, et on va abonder un fonds, et ce fonds-là va permettre de financer par exemple des startups qui seraient sur des produits innovants qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur des produits ou sur des services donnés.
Et puis si on veut aller plus loin, on peut, les clients, nos clients peuvent s'investir là-dedans en disant, ben voilà, IPSide de son côté prélève par exemple 0,3% sur les factures, met de côté dans ce fonds. Et nous, ben, on va abonder, en tant que client, on va abonder, on va mettre autant, par exemple, qu'on va mettre dans ce fonds-là. Et puis finalement, ensemble, entre nous clients et IPSide, on va faire par exemple un genre de concours où on va faire un appel à projet, où on va permettre par exemple de financer des startups qui présenteraient des projets qui permettraient de réduire des émissions de gaz à effet de serre à une hauteur définie. Donc on analyse le projet et on permet par ce fonds de financer et d'encourager de l'innovation qui va dans le sens et de promouvoir ces projets qui vont dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre. Donc voilà un certain nombre d'actions qu'on peut faire. Juste un point que j'ai oublié d'évoquer, lorsqu'on dit qu'1 euro équivaut à 30 grammes, 1 euro dépensé chez IPSide équivaut à 30 grammes de CO2, il faut savoir que ça reste faible et ça peut se comprendre dans la mesure où c'est un service. Toujours pour situer les choses et avoir des ordres de grandeur, au niveau mondial, pour générer 1 euro de PIB, on dépense 300 grammes de gaz à effet de serre. Donc tout service et toute production confondue. Donc la propriété industrielle, c'est 10 fois moins. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir d'actions. Je rappelle que les actions, pour être efficaces et pour arriver à baisser de 4% par an, c'est nécessairement une action collective et que chacun doit faire sa part, si faible soit-elle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps et maintenant je suis disponible aussi longtemps que nécessaire pour toutes vos questions. Merci beaucoup.